Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition du débrief. En première partie de l'émission d'aujourd'hui, nous essaierons de répondre à cette question. Faut-il désormais compter avec le RNI? Pourquoi répondre à cette question? Parce que depuis plusieurs mois, nous assistons à une activité soutenue de ce parti, à la mise en place de ses organes et de ses structures et à une adhésion massive de nouveaux adhérents. Et le RNI a remporté 4 élections législatives partielles sur les derniers mois. Alors, faut-il compter aujourd'hui avec le RNI comme force montante au sein du champ politique national? En seconde partie, après la pause, nous irons en Arabie Saoudite et nous verrons ces changements qui sont en train de s'y opérer, qui sont facilement caricaturisés, mais force est de constater qu'il y a des changements majeurs qui se produisent tant sur le plan humain que culturel, que même économique. Avec nous pour en parler ce soir, nos invités, Naïm Kamal, directeur fondateur du site Quid.ma, et Hassan Alaoui, directeur fondateur du mensuel Maroc Diplomatique et du site marocdiplomatique.net. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes au lendemain des élections législatives du 7 octobre. Le PJD remporte la première place et le RNI perd à peu près le quart de ses sièges. Le président Salah Eddine Mzouar dépose sa démission et un homme qu'on présente comme l'homme providentiel, Aziz Akhannouch, arrive. Personne n'y croyait à cette époque-là, mais une quinzaine de mois plus tard, force est de constater que les choses bougent discrètement, peut-être, un peu trop discrètement même, mais les choses bougent. On parle aisément et souvent des partis nationaux ou issus du mouvement national Naïm Kamal, en l'occurrence essentiellement l'Istiqlal et l'Union socialiste des forces populaires, USFP. Voire accessoirement le PPS. Voire accessoirement le PPS, ça c'est vous qui le dites. Le RNI a aujourd'hui plus de 40 ans, alors une petite idée sur sa genèse, comment il est né, où il est né, pourquoi il est né. Il est né juste comme une réponse à justement ces partis historiques qui revendiquaient l'exclusivité de la représentation populaire. C'est-à-dire qu'il serait le socle sur lequel toutes les voix de la contestation et du mécontentement, et même de la sollicitation et de la revendication, tout cela réuni, viendrait s'agglutiner. Or, on l'a vu, dès que le Maroc est revenu dans la foulée de la Marche verte en 1977, c'est-à-dire législative d'octobre 1977, a connu son retour institutionnel, c'est-à-dire au retour aux institutions parlementaires, démocratiques, constitutionnelles, parce qu'on a eu une longue période, soit d'état d'exception en 1965, soit de boycott des élections à partir de 1970-1972 par les partis nationaux, ou dits ainsi nationaux. Il a fallu quand même qu'il y avait une partie de cadres, une partie d'entrepreneurs, une partie de la population, de notables aussi dans les campagnes, qui ne se retrouvaient ni à l'USFP ni à l'Istiqlal et qu'il fallait qu'ils trouvent un moyen d'expression. Et c'est là qu'en 1977, ils se sont représentés comme des candidats indépendants. Alors donc ils avaient cette communauté. Une fois la Chambre de représentants ouverte, les candidats indépendants, sous la houlette de Ahmed Ousmane, qui était alors Premier ministre du Maroc, se sont regroupés pour constituer, c'était le congrès de Casablanca, le Rassemblement national des indépendants. C'est donc cette fournée qui était majoritaire qui va donner le RNI. Évidemment, on est dans une époque dans laquelle on vit encore aujourd'hui un peu, où il y a vraiment un fossé entre les partis nationaux et les partis qu'on disait d'essence administrative. C'est-à-dire que l'administration aurait désigné, aurait aidé, aurait peut-être un conditionnel qui n'est pas nécessaire, puisque c'était le cas. Tout le monde le sait, mais il fallait... tout le monde était dans cette combine qu'on appelait à l'époque le quota. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a eu la gestation, et puis petit à petit, il a évolué. Il a pu déjà à l'époque élaborer ou se positionner comme une alternative social-démocrate à l'USFP et à l'Istiqlal. Déjà à cette époque-là, on reviendra sur cette appellation. Disons, dans les 4 et 5 ans qui ont suivi les législatives de 1977, sous l'impulsion de théoriciens comme Mohamed Oujar, comme Mustafa Iznasni à l'époque, qui disaient il y a un positionnement à prendre. Évidemment,
Au-dessus de cela, il y avait des gens aussi qui pensaient pour encadrer idéologiquement et donner une identité idéologique au rassemblement. Et il a continué à évoluer ainsi jusqu'à ce qu'il ait pu se retrouver une place dans l'échiquier politique. Parce qu'à un moment donné, cette teinte, cette coloration dite d'ADN administratif a fini par s'estomper et que le RNI est devenu un parti, un partenaire possible, crédible et fréquentable. D'ailleurs, on le verra au moment, je crois dans les années 80, de la formation, la constitution de l'Organisation marocaine des droits de l'homme. On va retrouver autour de la même table l'USFP, on va retrouver le RNI, on va retrouver d'autres formations, le PPS et d'autres formations de gauche. Et donc, sauf le Istiqlal qui avait sa propre Ligue marocaine des droits de l'homme. Qui est à l'époque. C'est-à-dire que depuis 40 ans. Donc il y a une gestation, il y a une histoire. Il a fini par se faire une histoire, par se créer une histoire. Or, malheureusement, pour faire rapidement, au fil des ans, c'est redevenu un parti électoraliste qui ne fonctionne que d'échéance à échéance, ce qui a failli lui coûter son existence même. Et on l'a vu au lendemain des élections de l'année dernière, enfin de 2016. Justement, Hassan Alaoui, je pense que, je ne sais pas si vous étiez à ce congrès de Casablanca dont parlait Naïm Kamal, mais vous avez assisté à la genèse à la naissance du RNI. Vous avez suivi ses activités depuis le début. Alors, qu'est-ce qui vous inspire en quelques mots si on vous demande ça? Le RNI, c'est Ousmane Arnouch, c'est parti d'appoint au parti coup de poing, c'est les notables ou les entrepreneurs. C'est un parti qui, contrairement, pour reprendre ce que disait Naïm Kamal, sur les partis de l'administration, est un parti qui est arrivé à tirer son épingle du jeu quelque part, contrairement à d'autres partis qui ont été carrément accablés par les partis autoproclamés nationaux. Alors, en quelques mots, comment vous voyez, comment vous définiriez le RNI? Alors, moi, d'aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse, si vous permettez. J'ai une histoire personnelle avec le RNI. Tout simplement parce que j'étais rédacteur en chef du Matin et de Maroc Soir, donc avec Moulay Hamdi Alaoui, qui est là des cofondateurs du mouvement. À l'époque, ça s'appelait Mouvement. Et comme a dit Naïm, c'était des élus comme ça, sans étiquette, indépendants. J'expliquerai un petit peu les choses. Et donc, c'est une espèce de, j'allais dire, comment on appelle ça, disons, de dialyse qui montait, n'est-ce pas, et qui est devenue en fin de compte, au congrès de Casablanca, donc en 1980, le parti du Rassemblement national des indépendants, avec un secrétariat général, etc., sur lequel d'ailleurs ils s'étaient bagarrés les uns et les autres pour avoir ce titre. Mais le mouvement, donc, c'était une espèce de coalition des sensibilités, n'est-ce pas? Et ça commençait un petit peu par des éditoriaux, figurez-vous, de Moulay Hamdi Alaoui, qui donnaient un peu conscience et consistance au mouvement. Toutes les semaines, pratiquement, il y avait un éditorial pour appeler donc, au rassemblement donc, des indépendants, pas encore national, mais des rassemblements des indépendants, etc. etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, c'était un mouvement disant c'est la réponse à un contexte, comme a dit mon ami, un contexte compliqué, avec une formule, disons, social-libérale à l'époque. On ne parlait pas encore de social-démocratie, parce que la social-démocratie, c'est quand même quelque chose d'autre. C'est un petit peu le modèle suédois ou danois, c'est Willy Brandt en Allemagne et tout ça. Donc, c'était un social-libéralisme avec des gens comme Asman, Abdelkader Ben Slimane qui était ministre des Finances, Abdelkader Raghai, Laski, c'est vraiment les fondateurs, Daoul Sidi Baba qui deviendra le président de la Chambre des représentants, Abdullah Qadiri qui fera ensuite défection, scission en 83, pardon. Khalid Hennaould Rachid, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on pouvait avoir comme un magma ou un spectre, oui, de figures qui n'acceptaient pas ou qui ne s'associaient pas à la politique en cours de l'époque. Dieu sait que c'était... qui ne se reconnaissaient pas en fait dans les autres partis dont on parlait il y a un instant. Qui avaient envie de faire la politique, mais qui cherchaient désespérément, si vous voulez, une espèce de canal. Asman, bien sûr, qui était Premier ministre, qui avait quitté en 76 ou 78 le poste de Premier ministre, remplacé par Boubid, est venu donc prendre la direction, s'occuper un petit peu de politique à sa façon,
et il a pris évidemment le mouvement des petite indépendants. précision, Ousmane est resté Premier ministre jusqu'en 82 à peu près. 79. Là, 78, 79. 79. 79. Il est remplacé par Maté Bouhabid. Marté Bouhabid, Qui a fondé plus qui tard fondera l'UC. qui fondera à son tour, l'UC. Donc pour Vous moi, avez vous me assisté à dites, ça, moi non. aujourd'hui le RNI, Mais auparavant, le PND. oui, le PND c'est en 83, c'est après la scission. La scission, oui. La scission en 83 du PND formé par ce qu'on appelait à l'époque les ruralistes, c'est-à-dire l'Arabia entre guillemets, pardonne-moi l'expression, c'est Abdullah Qadiri, Abdelkader Besliman, Arslan Al-Jadidi, Tahiri Joté, le juriste là, de Khouribga, comment il s'appelle? Oui, Jalal Saïd, Khalil Henna, donc, et tout ça, ils ont formé un petit peu, Moussa Sadi, ils ont formé la scission en 83 et ils ont brisé le premier coup. On disait à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelait Driss Basli, qui a porté le coup, disons, d'épée contre le RNI. Et ça a été une période très très lente, mortuaire pratiquement, où après on a revu le parti régénéré, on a essayé de régénérer le parti avec le ministre de l'énergie de l'époque qui s'appelle Mansouri. Après Mansouri, bien sûr, est venu, vous savez, Alors, excusez-moi. Mais je précise, oui. cette métamorphose aujourd'hui, elle est importante parce que c'est comme à l'époque en 77-78, c'est qu'on avait envie de politique vraie. Et on avait de vrais partis. Aujourd'hui, avec Aziz Akhnouch, c'est une relance spectaculaire. C'est un renouveau parce qu'il a restructuré. Tout au long de ces 40 années, n'a pas eu beaucoup de présidents. Il a eu Ousmane qui est resté pratiquement une trentaine d'années. Puis après, il y a eu Al-Okacha, si je me souviens bien. Puis le Mansouri. Non, pas Al-Okacha. Donc Mansouri, Mzouar, d'accord, Mzouar, donc qui est arrivé en 2009, qui est resté jusqu'en 2016. Et arrive Akhnouch. Comme on disait tout à l'heure, il y avait quand même un scepticisme général. C'était juste après les élections, c'était les je résultats. Précise, l'étiquette partie de l'administration, ça c'est les istiqlaliens et la gauche, entre guillemets, qui le soutenaient. Parce qu'ils avaient leurs médias qui étaient forts, qui balançaient quelque chose. On ne peut pas être partie de l'administration, être brisé par la même administration, en l'occurrence. Alors, on va écouter Naïm qui a quelque chose à dire là-dessus, parce qu'il était justement en plein cœur. Vous étiez à l'opinion à l'époque. Attendez. Quand on dit les partis de l'administration, aujourd'hui, ce n'est pas forcément péjoratif. À l'époque, ce l'était. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. À l'époque, ce l'était. Et on ne peut pas occulter l'histoire. Si on veut vraiment même un peu reconsidérer ce qui s'est passé, j'ai dit au début qu'il y avait un spectre large de cadres, d'entrepreneurs, de personnalités, de notables qui ne se reconnaissaient pas dans l'exclusivisme de l'Istiqlal et de l'USFP qui se présentaient comme l'unique représentant du peuple. Et que, en définitive, le peuple, c'est autre chose. On était dans une conjoncture très particulière qui est celle du retour aux institutions constitutionnelles, après l'état d'exception, après les boycotts. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au début pour retracer... On va laisser l'histoire maintenant, on va passer au présent, si vous voulez bien. Pour retracer le cadre dans lequel travailler. Donc, c'est là. Et j'ai dit que par la suite, il y a eu des évolutions, que le RNI, de tous les partis, que ce soit par rapport à l'UC ou par rapport au PND, le RNI avait réussi à se créer une place dans l'espace politique national des partis politiques et qu'il était devenu fréquentable, et j'ai donné, et crédible, et que l'idée même que ce soit un parti d'essence administrative s'est estampé et qu'il avait trouvé sa place dans l'échiquier. C'est là où on ne peut pas occulter. Par la suite, ce qui s'est passé avec le PND, ça c'est des problèmes internes au pouvoir. C'est l'antagonisme d'Ahmed Ousmane, mais là on va revenir sur tout ça, puisqu'on va parler du présent. Alors on va sauter cette période, excusez-moi. Je dis simplement, puisque vous m'avez posé la question, comment je le trouve aujourd'hui. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un parti moderne, un parti de progrès, incarné par des gens
et une jeunesse. Alors, on va y arriver. Et un homme, on va y arriver. Un homme charismatique. Sur les 40 dernières années, le parti était, comme tous les partis de l'administration ou dits d'administration, était marqué par le fait qu'il n'était présent que durant les périodes électorales. C'est ce qu'on appelle les officines électorales, etc. Où il disparaissait, et puis juste avant quelques élections, ça arrivait. Alors, depuis un an maintenant, depuis une quinzaine de mois, on peut dire que c'est un parti qui est très actif. Bon, on ne peut pas le dire, c'est un fait. Est-ce qu'il est le plus actif ou pas? On n'en sait rien, mais il y a eu un congrès extraordinaire quand Aziz Akhannouch y a été élu, puis un congrès ordinaire à Jdida, puis une douzaine de congrès régionaux, puis des universités d'été. Puis la première tournée avant Agadir. Pardon? La première tournée d'avant Agadir 1, parce qu'il y a eu Agadir 1 et Agadir 2. Agadir, c'était le départ, et Agadir 2, la semaine dernière, c'était le finish. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné quand même que ses lettres de créance, où il a redoré son blason en étant un parti qui est là? On voit avec des centaines de personnes qui sont là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je préfère le terme redorer son blason que ses lettres de créance, puisqu'il les avait déjà. Parce que c'est un parti qui se trouvait là, il était là, il était présent au Parlement, il n'avait plus la prééminence qu'il avait dans les enceintes parlementaires d'avant, mais il continue à s'activer de manière léthargique, d'échéance électorale en échéance électorale. Entre les deux échéances, il n'y avait plus rien. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une nouvelle conception du RNI, à une renaissance et à une régénérescence complètement du RNI. C'est-à-dire, c'est doter d'abord le parti de ce dont il n'était pas doté auparavant. C'est-à-dire de base, de structure, de section qui fonctionnent au quotidien, qui tournent 24 sur 24, d'organisations parallèles, les jeunesses, les professionnels. Vous avez assisté à ces congrès régionaux? J'en ai vu quelques-uns. J'ai suivi dans la presse précisément. J'ai été à Gadira, j'ai été au congrès extraordinaire de Bouzneka, j'ai été au congrès ordinaire d'El Jadida, donc je peux dire que j'ai une idée assez précise de ce qui se fait au sein de ce parti. Et là, je dois dire qu'entre Agadir 1 et Agadir 2, c'est-à-dire une année, il y a un frémissement. Il ne faut jamais oublier que le RNI dont hérite à Bouzneka Aziz Akhannouch est un parti en débâcle, en déperdition. Laminé. Il est passé de 57 sièges à peu près à 37 ou 36. Oui, c'est-à-dire un parti qui fut des années auparavant majoritaire est devenu disons, un strapontin. Il occupait un strapontin. Il est devenu une particule dans le jeu politique, et on assiste à cette restructuration du parti qui est menée par un homme qui, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, vous l'avez dit, au début, personne ne voulait le prendre au sérieux, comme Aziz Akhannouch, un homme d'affaires, richissime, ministre, technocrate, mais dont les gens ne connaissaient pas vraiment le passé. D'abord que malgré son extraction d'homme d'affaires, venant d'un milieu d'hommes d'affaires, héritier, etc., est un garçon populaire, qui a grandi essentiellement à Insbin. Donc il a dans sa culture, la culture populaire. Donc c'est pas un parachutage de quelqu'un qui, parce qu'il aurait rien que de l'argent, on a placé ici pour financer ou pomper, donner de l'air à un parti qui n'en avait plus. Ensuite, on disait, bon, où est-ce qu'il aura le temps de s'occuper de ce parti? Et du ministère et de ses affaires. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un homme qui est suffisamment structuré, suffisamment organisé pour qu'il puisse mener de front avec des organes, des structures, des sections locales. Moi, j'ai été surpris de le voir, ce que font rarement les autres chefs de parti. On ne voit pas le secrétaire général de l'Istiqlal, que ce soit autant de Abbas El-Fassi, même de Bousta, de Chabat, aujourd'hui de Nizar Baraka, peut-être à l'avenir Nizar Baraka va le faire, être de tous les congrès régionaux. C'est des tâches qu'on délègue aux membres du comité exécutif, aux responsables régionaux. Donc chaque membre des bureaux politiques au comité exécutif est responsable. Parce que c'est un parti en renaissance. Or, il était lui-même à la manœuvre. Il était sur le pont. En dehors du côté... Et c'est là où il a surpris.
Alors, en dehors du côté organisationnel pur dont vous avez parlé, Hassan Alaoui, un parti doit avoir un ancrage économique, un ancrage idéologique. Sur le plan économique, comment vous le situeriez-vous, j'y arriverai, depuis à peu près 1-2 ans? Bon, on sait que c'est le Parti libéral, on sait que c'est le Parti des cadres, des entrepreneurs, etc. Mais là, maintenant, est-ce qu'il y a une nouvelle âme? Est-ce qu'il y a un nouveau positionnement économique? Là, mais ça ne veut rien dire, un petit peu, cette manière d'étiqueter un petit peu le parti. Le parti, il évolue en fonction des contextes. Aujourd'hui, le parti, le RNI moderne, je dirais, je serais tenté de dire qu'il naît ou qu'il renaît dans un contexte de crise quand même. Hein. Et Akhnouch, qui a complètement, je veux dire, transformé à la fois la méthode et le modus operandi, le rôle aussi de leader de son parti, est complètement différent par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui bouge, qui n'est pas à son bureau. Il est ministre, bien sûr, mais il a d'autres fonctions. C'est aussi d'assurer, je veux dire, sur le terrain. Et parmi donc, toutes les 12 congrès qu'il a fait, ou 13, parce que effectivement, il a visité toutes les régions, et à chaque fois, il s'est prêté donc aux doléances, à l'écoute des populations. La preuve en est que, on vient d'annoncer, ils ont annoncé qu'il y a quand même eu 100 000 nouveaux adhérents. Il a annoncé le chiffre. Oui, c'est pas rien. Donc il y a du travail derrière, il y a de la méthode, il y a de l'inspiration, il y a de la mobilisation, il y a la parole. Et Akhnouch aujourd'hui incarne justement un personnage, je veux dire un leadership que les autres, ses prédécesseurs n'ont jamais eu, n'est-ce pas? Je ne les critique pas, mais il faut quand même en tout état de cause reconnaître à Aziz Akhnouch cette capacité de mobilisation, cette capacité, cette extraordinaire vision qu'il a, si vous voulez, d'approcher les gens et de comprendre un petit peu leurs problèmes. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, évidemment, il mérite un petit peu, au regard de ce qu'il a fait pendant 1 an, Dieu sait, parce que ça ne se fait pas, une telle politique, ce n'est pas 1 an, il faut plusieurs années. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il mérite son étiquette ou son nom ou sa vocation de parti social-démocrate, évidemment, parce qu'il a intégré, si vous voulez, la dimension sociale, qui est bien sûr économique surtout, la dimension sociale qui est effectivement, comme dans son programme, la santé, l'école, n'est-ce pas? Et comment dirais-je, l'autre volet, le troisième volet, l'emploi. Et j'ajouterai un petit peu d'autres vocations internationales, parce qu'il est quand même allé à Paris. C'est un immense congrès, celui de Paris, n'est-ce pas? Vraiment, oui, c'est ça, donc c'est la 13e région. Les Marocains du monde. Donc, aujourd'hui, c'est un parti moderne, enraciné dans une réalité de ce pays, avec sa complexité. Alors, en termes d'ancrage idéologique, c'est pas où je vais apprendre ça, mais un parti a besoin d'un ancrage idéologique. Aziz Akhnouch ne cesse de parler de social-démocratie. Ça veut dire quoi, social-démocratie, dans un parti au Maroc? Ça veut dire qu'on est dans une forme de capitalisme humain. Vous savez que quand la social-démocratie est née en Europe, elle est née à mi-chemin du capitalisme sauvage et du marxisme totalitaire. Qu'il fallait une dose de liberté, une dose de social, mais aussi une dose de liberté économique, pas seulement politique. C'est une société, la social-démocratique est économiquement d'essence capitaliste, c'est-à-dire c'est l'entreprise, c'est l'action, c'est la production, et il est également d'essence sociale, c'est-à-dire une certaine idée de la redistribution des richesses, de manière à ce que toute la société puisse profiter des richesses créées. C'est essentiellement... Et au départ, moi, j'avais senti une hésitation chez les Réunis. Est-ce que social-libéralisme ou social-démocratie? Et je crois que finalement, ils ont opté pour social-démocratie, sachant que... Social-libéralisme, c'est un peu la réponse à la question que je posais à Hassan Alaoui sur le positionnement économique. C'est-à-dire que la social-démocratie en elle-même, déjà, incorporée, contenait cette dose nécessaire de libéralisme et de capitalisme. Merci, messieurs. Nous reprendrons notre débat dans quelques instants, après quelques minutes de pause. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous sommes en train de répondre à la question de faut-il compter désormais avec le RNI comme force montante sur la scène politique
nationale. Avec nous, pour ceux qui nous rejoignent, donc, pour en parler, Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma et Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc Diplomatique. Naïm Kamal, vous étiez en train de parler du positionnement idéologique et économique du RNI. Alors, nous sommes dans un monde qui fonctionne par l'entreprise et certains diront pour l'entreprise. Le RNI est truffé d'employeurs et truffé d'entrepreneurs. Est-ce un atout ou une faiblesse pour ce parti? La même question sera posée à vous deux d'ailleurs. Oui, je voudrais ajouter juste sur la social-démocratie quelque chose. Vous étiez en train de parler juste avant la pause. Donc j'étais en train de parler de la pause. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont généralement les idéologies extrêmes qui ont tendance à mobiliser, pas aujourd'hui seulement. On l'a vu avec le gauchisme, le marxisme-léninisme, le maoïsme, etc., dans les années 70-80, et on l'a vu, on le voit avec les idéologies d'inspiration religieuse et doctrinale que ça va, et que la tâche du RNI, pour vraiment convaincre avec la social-démocratie, c'est-à-dire la faire comprendre, il y a une très forte pédagogie. Et c'est là où moi j'ai vu à Agadir la promesse du RNI faite par la voix de son président, qu'ils allaient faire des universités et des cycles de formation pour justement qu'on puisse expliquer ce que c'est cette social-démocratie et pour qu'elle devienne un moteur mobilisateur des masses et des électeurs. Ça, c'est essentiel. Maintenant, vous me dites, pour ou par les entrepreneurs, les deux, c'est bien d'avoir des cadres. On l'a vu, l'une des faiblesses majeures, fondamentales du PJD, c'est l'absence d'entrepreneurs, c'est l'absence de cadres, ou sinon la faiblesse de la masse des cadres au sein du parti, et ça leur a posé beaucoup de problèmes dans la gestion des affaires. Maintenant, quand on a de l'autre côté un parti d'entrepreneurs, ce dont on a peur, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment d'empathie envers les plus démunis et moins de contact avec le positionnement les autres. assumé de social-démocratie. Théoriquement, les entrepreneurs, ce sont les mieux placés. Pour comprendre ce que c'est l'entreprise, ce que c'est la production de la richesse, à condition qu'ils soient patriotes et qu'ils ne placent pas leurs biens et leur argent ailleurs que dans le pays, ou l'investir ailleurs que pour le profit du Maroc, et qu'en même temps, ils puissent comprendre et qu'ils sont en contact avec les outils de production humains. Je ne parle pas de la machinerie, la technologie, etc., mais l'être humain qui est derrière. Alors justement, il a parlé de beaucoup de chiffres, il a cité beaucoup de chiffres. Je reviens à vous, Hassan. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur ce qu'il a présenté à Agadir dernièrement? Parce que Agadir était la résultante des 12 congrès. D'accord, c'est Hassan. D'accord. Des chiffres, je dirais pour commencer, qu'à la différence de son prédécesseur, je ne dirais pas ça. Par exemple, par rapport au PJD, le programme du RNI, c'est quand même quelque chose de chiffré, de concret, et de loin, idéologisé. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude sur le terrain, elle sort avec évidemment des propositions qui sont concrètes. Par exemple, l'histoire des 2 millions un cap pour les 2 millions d'emplois en 2025. Par exemple, pour la carte sanitaire, l'éducation, je dirais, et puis surtout le 1 million de formation pour les jeunes, par exemple, et tout ça, c'est des chiffres concrets qui sont... L'éducation avec l'incorporation du préscolaire. Du préscolaire, effectivement, et de la réinsertion, surtout de ceux qui ont abandonné. On va les encourager avec tout ça, avec un cadre bien tracé, n'est-ce pas, et bien managé. La formation continue. Est-ce qu'il y a un document qui dit tout ça? Oui, il sortira le 6 mars ou le 4 mars, produit par justement les instances. Le 2, je crois, on peut le trouver sur le 2 mars, on peut le trouver sur le site. On va dire début mars. On va dire début mars. Donc, on va s'y jeter tous parce que c'est intéressant. C'est un petit peu, si vous voulez, une manière de rebondir un petit peu sur les vrais dossiers. Et ça nous changera un petit peu de ces derniers mois, naturellement, comme a dit mon ami Naïm, où on a assisté à une apathie à cause d'un Premier ministre ou d'un chef de gouvernement qui était vraiment occupé qu'à faire de la politique politicienne, alors que Arnouch et les autres, n'est-ce pas, quand même s'occupent un petit peu des problèmes concrets, sociaux, n'est-ce pas, économiques directs
n'est-ce pas, et qui veulent absolument avancer. Alors, vous parlez de politique, je reviens à vous, Naïm. Vendredi, samedi dernier à Agadir, il était question de présenter l'offre politique du RNI. Dans offre politique, ça ne vous a pas échappé, il y a politique. Alors, quid de la politique au RNI, le positionnement politique du RNI? On a parlé d'économie, on a parlé d'idéologie, quid du positionnement politique? Je crois qu'on est en train de faire des pléonasmes, parce que le politique et l'économique vont de pair. Il n'y a pas d'économie sans politique, il n'y a pas de politique sans économie. Ça, on apprend ça à l'université, mais sur une scène politique, c'est un peu différent. Il y a des choses différentes. Non, le positionnement politique, on le sait. Bon, peut-être que j'étais un peu excessif en disant c'est un pléonasme. Le positionnement politique, on sait, et ça a été dit de façon claire, on n'est pas dans l'obscurantisme. On n'est pas dans les conservatismes sociétaux et sociaux. On est dans une forme de modernité, d'ouverture, tout en préservant le socle qui fait la culture marocaine, c'est-à-dire sans vraiment exploser ou faire exploser la maison. On est dans ce positionnement. C'est ça, le socle politique, c'est un terme que j'adore énormément ce soir, sur lequel repose la réflexion et le débat au sein. Alors, je vais être plus explicite et plus précis, si vous me permettez, en matière de politique. Il y a une quinzaine de jours, on parlait de crise gouvernementale suite à une sortie de l'ancien chef du gouvernement, Abdellah Ben Kiran. On avait attendu la sortie de Abdellah Ben Kiran contre les alliés de son propre parti, essentiellement l'USFP et le RNI. Il y avait été fort contre les deux. Et tout le monde attendait, à plusieurs réunions qu'il y a eu du RNI, une réponse de Aziz Akhannouch. Est-ce qu'il a répondu à Agadir? Il a répondu d'abord à Agadir, mais il a répondu auparavant au 13e congrès des Marocains du monde à Paris. C'est quand il a dit « Nous sommes des gens éduqués. Nous travaillons sur les programmes, sur les idées, et on ne touche pas aux gens. » À Agadir, il a eu ce mot, si je me souviens bien, c'est qu'on n'est pas dans la culture d'Yal Tbourid. C'est-à-dire du spectacle, du show, des mots grandiloquents, etc. On est dans la proposition et on est dans le débat. Maintenant, bien sûr, on en a parlé, je crois, avant la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a 2 semaines, ici même, sur cette mini-crise gouvernementale où on a dit il y a eu boycott du Conseil du gouvernement, il n'y a pas eu boycott, et ils ne sont pas allés à Oujda avec le Premier ministre, ils ne sont pas allés à Oujda. Est-ce que c'était une histoire de calendrier? Bon, ça a été démenti, ça. Oui, non, mais non, les démentis sont faits pour parfois confirmer. Donc, qu'on soit passé par une mini-crise gouvernementale, c'est authentique. Que celle-ci puisse ou pouvait, parce qu'on est dans l'antérieur, faire exploser le gouvernement, je crois que c'était trop tôt. C'était trop tôt. On ne sait pas ce qu'il en adviendra. Ça dépendra des attitudes des uns et des autres. C'est-à-dire jusqu'où iront les gens du PJD, avec leurs différents clans aujourd'hui, dans la provocation de leurs alliés, et jusqu'où iront les alliés aussi, dans l'autre sens, ou dans la provocation. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de consensus. On l'a entendu dans la voix de Aziz Akhannouch, comme on l'a entendu dans la bouche de Saad Al-Othmani, que c'est normal, c'est une coalition hétéroclite, composite, et qu'il y ait des divergences sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle solution, sur tel ou tel programme. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. D'accord, mais être bien élevé sur la scène politique, c'est une bonne chose, et même en dehors de la scène politique. Mais être éduqué ne veut pas dire aussi être trop discret. Vous n'avez pas l'impression, Hassan Alaoui, que le RNI, Aziz Akhannouch sont un peu trop discrets médiatiquement? Parce qu'il faut faire quand même savoir ce qu'on... Paradoxalement, il y a certains... Tout en restant bien éduqués. Paradoxalement, il y a certains qui lui reprochent d'être justement trop surexposé, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, Aziz Akhannouch, puisque je suis désolé, si je parle de lui, je me concentre un peu sur lui, parce qu'il est lui aujourd'hui à la tête de la machine, c'est un homme qui travaille aujourd'hui. C'est un homme qui travaille beaucoup, puis qui a son langage, sa manière d'être. Je peux vous raconter une histoire. Quand il y a eu les événements de Husseima, un certain soir, au cœur de la crise, ça je crois que très peu de gens le savent, au cœur de la crise, il est parti de lui-même tout seul,
en dehors d'une délégation quelconque, ne représente à la limite que lui-même, j'allais dire, intuitu persona, n'est-ce pas? Et il est parti à Al-Husayma, il a pris un hôtel, et un soir, il est sorti de sa chambre, il a circulé en pleine ville, rencontré les gens, parlé avec les gens, et tout essayé. Il a provoqué un petit rassemblement autour de lui. Il s'est enquis, en quelque sorte, il s'est enquis un petit peu directement de leur doléance. Il a prêté l'écoute, et sans rien dire. Il n'avait pas beaucoup communiqué dessus. Pourquoi Personne n'a communiqué. Moi, je le sais. J'ai écrit un petit papier là-dessus, mais je l'ai su parce que, bon... C'est ce qu'on parlait d'un peu trop de discrétion. Témoin oculaire, peut-être, mais il fallait que je le dise parce que c'était quand même exceptionnel qu'un homme comme ça sorte du lot, du schéma un peu gouvernemental, n'est-ce pas, officiel, pour aller de lui-même tâter le pouce des populations, savoir ce qu'il en est, un petit peu des revendications, etc. Dans sa nature, il n'est pas beaucoup et c'est son lumière. naturel, effectivement, parce que c'est un homme, vous le disiez tout à l'heure, qu'il a grandi à Isber, c'est un homme du peuple, n'est-ce pas? Et c'est une tradition. Lui, son langage, il est franc et direct, il ne s'embarrasse pas un petit peu, il est très respectueux, par contre. Il a parlé de ses origines à Agadir aussi, dans un village du côté de Tafra. Il est très respectueux d'une certaine éthique politique. Il est venu... non pas brutalement dans la politique, il est venu évidemment en mettant peut-être un petit peu, je veux dire, les pieds dans le plat, mais il est venu, il a tout de suite après maîtrisé un petit peu la dimension politique, et il est en train de faire de son parti, je crois, enfin, un des premiers ou le premier parti pour les prochaines élections, n'est-ce pas? Ah ben ça on verra, on attendra les élections. Je crois que Akhnouch est foncièrement réservé et n'aime pas beaucoup la lumière. Mais aujourd'hui, il est en train de se métamorphoser. Non, c'est ce qu'il a dit. Il communique par l'action, mais sur une scène politique, on communique aussi par l'expression que par l'action. Donc on a compris, effectivement, il y a beaucoup de changements qui sont en train d'être faits. On a zoomé cette fois sur le RNI, parce que c'est justement le parti qui est actuellement très actif. On attendra, il y aura les congrès régionaux qui vont arriver du PJD, il y aura l'Istiqlal qui semble sortir un peu de sa torpeur et donc qui bouge encore. Et donc quand on parle de changement, il y a d'autres changements, mais sur la scène internationale. Nous allons passer en Arabie Saoudite, qui semble aujourd'hui faire peau neuve avec le nouveau prince héritier, Mohammed Ben Salman. C'est un homme de 32 ans qui a été désigné à la fonction de prince héritier en juin 2017, et plusieurs événements se sont produits depuis. Alors, on va revenir sur les principaux, mais d'abord, Naïm Kamal, qui est Mohammed Ben Salman? Un homme de 32 ans, prince héritier Arabie Saoudite. Mais qui est-il? D'où il vient? D'où il vient, je ne vais pas dire de nulle part, mais tout simplement que c'est un prince héritier que peu de gens attendaient. D'abord parce que ce n'était pas son rôle. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, d'abord parce que ce n'était pas son tour, et qu'il a fallu d'abord le nommer vice-prince héritier, que son père est passé par 2 étapes avant d'éliminer. Parce que vous connaissez comment ça se passe au sein de la fratrie de l'Arabie Saoudite, que c'est de frère en frère, puis ça redescend. Et là, on a dû sauter une génération et une fratrie pour que ça devienne presque de la primogéniture, à l'instar de ce qui se fait au Maroc. On a arrêté le processus par fratrie, on est passé à la 3e génération entre le roi Saoud. Il y a ce prince que peu de gens, sauf peut-être les initiés, connaissaient. Et puis, on le voit venir. Et si vous vous rappelez, il y a eu même une dispute entre lui et entre l'un des princes au palais. D'ailleurs, dans les images, on fait le tour des réseaux sociaux et de certaines télévisions. Et on l'a vu en pleine action. On ne savait pas qui c'est, sauf que c'était, entre guillemets, un moderniste. Qu'il voulait sortir l'Arabie Saoudite de sa sclérose rigoriste, de cette léthargie ou de ce gel sociétal qui règne sur l'Arabie Saoudite depuis des siècles. Que pour réussir, il va falloir développer l'économie post-pétrole. Alors, avant d'arriver à l'économie, excusez-moi, parce qu'on va parler de l'économie, de la culture et du social. Et qu'il fallait moins de conservatisme dans la vie, qu'il fallait donner à la femme sa chance, qu'il fallait rajeunir la classe politique. Kamal, vous avez dit que tout est lié à la politique. On va terminer d'abord avec la politique en demandant à Hassan El-Alaoui en quoi cette nomination change, bouleverse, Naïm a dit un ou deux mots dessus, en quoi elle bouleverse la donne politique, aussi bien en Arabie Saoudite que dans la région. Alors moi, je vais vous apporter une réponse, comme on dit, de Gascon, par une interrogation. Peut-on aujourd'hui en Arabie Saoudite, pays qui a été considéré comme un fief de
du traditionnalisme le plus puritain, peut-on aujourd'hui en Arabie Saoudite concevoir quelqu'un d'autre pour justement donner le coup de semence à ce système et le changer et le moderniser? Il n'y en a pas. Ce que vous voulez dire en creux, c'est que c'est difficile pour un homme de 70 ou de 80 ans, les frères, aujourd'hui, de c'est changer un les choses. Il faut prince, passer au plus jeune. quel que soit le modus operandi par lequel il est arrivé là où il est, n'est-ce pas? On a un prince de 32 ans qui a montré ses ambitions, qui concentre tous les titres, n'est-ce pas? Prince héritier, chef des armées, ministre de la Défense et président de ce qu'on peut appeler ici le conseil, si vous voulez, le CES, c'est un petit peu le nôtre CES de développement, n'est-ce pas? Donc il a la main sur tout. Mais il a la main sur tout, je crois qu'il a aussi une ambition légitime de conduire son pays vers un peu plus, de l'ouvrir d'abord. En témoignent les réformes qui sont opérées aujourd'hui, y compris celle de la possibilité donnée à la femme de conduire ouvertement la femme, les femmes qui circulent dans la rue mais non sans voile et tout et tout. Et puis il y a surtout un petit peu l'appel à l'investissement privé, la vente de 5% d'Aramco, tout ça pour ouvrir le capital à des sociétés étrangères. Il y a donc un vent d'ouverture unique et exceptionnel, n'est-ce pas? Et il n'y a que lui qui est au centre un petit peu à la fois de l'admiration, mais aussi des critiques. Parce que les gens, les sociétés traditionnelles, les groupes conservateurs, comme dit Naïm, sont à l'affût qu'il fasse un petit peu une seule faute pour le gommer. Il a eu une idée, c'est-à-dire en emprisonnant tous ces princes et ces fortunes. Pourquoi ? On a vu que le côté, peut-être ambition personnelle, et même ça a été dit, écrit, mais il y a aussi cet autre aspect de la chose, c'est que lui, il a voulu les faire participer, c'est-à-dire tirer de l'argent de leur poche. Alors, on va y arriver tout à l'heure. Justement, il y a pas mal de. Il y a une crise économique, vous le savez, alors, très grave. On va y arriver, on va en parler tout à l'heure. On a tendance à caricaturer un peu trop facilement ce qui est en train d'être fait, mais j'attire votre attention aussi, vous ne l'avez pas dit, mais je vais le dire, c'est que Mohammed bin Salman n'a pas fait ses études à l'étranger, en Occident. Il a vécu, il a grandi en Arabie Saoudite, et pourtant, il est en train de tout changer. Naïm, vous parliez tout à l'heure, vous piaffiez d'impatience pour parler d'un certain nombre de choses. La mesure la plus marquante, et celle dont parlait il y a un instant Hassan Alaoui, c'est plus de droits aux femmes, plus de visibilité aux femmes, et d'autres encore. Non, c'est-à-dire que ne pas avoir vécu à l'étranger ou ne pas avoir fait des études à l'étranger ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvert sur le monde, qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Apparemment, il a une idée. Le débat, est-ce que les moyens qu'il utilise pour faire bouger la société saoudienne sont les bons ou pas? Toute la question est là. À la fin, parce qu'on imagine qu'il y a des foyers de résistance, qu'il y a des forces de l'inertie un peu partout en Arabie Saoudite, il est en train de nettoyer, et il a touché disons, le clergé saoudien, entre guillemets. Il a touché l'armée en déplaçant le chef d'état-major général et les deux patrons de l'armée de l'air et de l'armée de terre. Il a touché au pouvoir économique à travers les princes, et il a une théorie là-dessus. Il l'a déclaré au Washington Post, je crois, hier ou avant-hier, où il disait, vous savez, il y a parfois où les sociétés, il faut les faire bouger par des électrochocs. Sadma. En fait, il a dit que l'Arabie Saoudite est un corps, et que ce corps est atteint de cancer, et que ce cancer s'appelle la corruption, donc il faut passer à l'électrochoc de la chimiothérapie. La chimiothérapie, je cite de mémoire. Exactement ça, et qu'il faut l'étage. Donc il est dans une logique de passage en force. Il dit que, bon, cette société, il va falloir lui donner un coup une bonne secousse, lui injecter une bonne dose d'énergie nouvelle pour qu'elle puisse avancer, d'où une femme ministre pour la première fois. Déjà qu'on n'accepte pas qu'une femme conduise une voiture. C'est dépassé ça maintenant. À partir de juin, du moins. À partir de juin, les femmes auront le droit de conduire. Attention. Il y a deux niveaux. Il y a la décision et il y a la pratique. Mais ça a été annoncé pour juin. Ça a été annoncé pour juin. Oui, non, mais c'est-à-dire aujourd'hui, on a vu qu'il y a des femmes qui ont conduit et qui ont été attaquées dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des résistances au sein de la société. C'est-à-dire, c'est pas... Et ça, tous les pays le connaissent.
tous les pays qui rénovent, qui changent. Il y a toujours des forces de résistance qui vont essayer de bloquer, de dire que ceci est mal, ceci est bien. On a vu des théories les plus folles sur pourquoi la femme ne doit pas conduire, parce que cela porterait préjudice à ses ovaires, à sa fertilité, etc. Toutes les absurdités qu'on puisse dire. Donc il y a ces sociétés. Mais il y a cette tentative. La seule chose sur laquelle, personnellement, je ne peux pas me prononcer, c'est l'issue. Alors je vous apprends une chose que j'ai appris dernièrement. On espère que ça va faire bouger la popularité de ces réformes. Vous savez que l'Arabie Saoudite est un pays de à peu près 25 millions d'habitants. On ne le sait peut-être pas trop assez. On a tendance à le comparer avec ses voisins. C'est 25 millions d'habitants. Et sur les 25 millions d'habitants, il n'y a pas de sondages scientifiques qui sont menés en Arabie Saoudite. Mais selon tout ce qui s'écrit, selon tout ce qui se dit sur les réseaux et ailleurs, il bénéficie d'une très grande popularité. Donc 90%. 90%, je sais pas. Mais donc il y aura des résistances très certainement, mais elles risquent d'être marginales. Alors sur le plan économique, je voudrais juste apporter dans ce sens. Dans ce sens. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé au mois de novembre. Il y a eu une main de fer donc pour cette question de corruption. Il a expliqué il y a 2 jours ce qu'il a fait il y a 3 mois, c'est-à-dire la main de fer, c'est-à-dire la chimiothérapie avec les princes et les hommes d'affaires qui ont été emprisonnés. Bon, dans un hôtel, mais emprisonnés quand même. Ils sont sortis. C'est quand même 100 milliards de dollars ou 107 milliards. Il y en a qui restent. Il y en a qui restent, mais ça c'est pour des trucs, c'est pour des choses pénales, des actes pénaux qui sont pénalement répréhensibles. Bon, maintenant, on sait que de l'autre côté, l'Arabie Saoudite a un déficit budgétaire cumulé de 250 milliards de dollars. Ça représente et aussi un taux de croissance qui est passé de 6% à 1%. Ce qui, effectivement, donne des inquiétudes à Mohamed Ben Salman. Donc, il s'est agité là, parce que tout simplement, il faut absolument qu'il comble ce déficit énorme. Et comment faire, c'est faire participer les fortunes. Dans Talal, si vous voulez, Walid Talal, qui a effectivement, bien sûr, ils ont contribué et tout. Mais ce qui est important, ce qu'il faut, c'est qu'il y a une vision tracée qui s'appelle 2030. La fameuse vision 2030 que Mohamed Ben Salman veut absolument réussir à tout prix. Et avec la construction d'une ville moderne, d'une cité touristique qui va recevoir 30 millions de touristes dans les années à venir à l'horizon de 2030. Et tout ça, évidemment, ça implique de l'investissement. Ça implique d'autant plus que, si vous voulez, les 4 ou 5 dernières années, l'Arabie Saoudite n'a pas profité, si vous voulez. Au contraire, elle a été victime, l'une des premières victimes surtout, de ce qu'on a appelé la baisse exponentielle du prix du pétrole. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle a souffert. Et donc, il faut absolument, il lui tient à cœur aujourd'hui de rattraper ce retard considérable. Et il n'y a pas d'autre manière qu'effectivement que l'électrochoc pour faire bouger. Alors l'électrochoc a touché aussi... Et ce que moi j'admire, si vous permettez, c'est un petit peu l'électrochoc sur le plan économique, sur le plan institutionnel, n'est-ce pas, avec le changement de figure et sur le plan sociétal. Sociétal et culturel. Dernière question, le temps nous presse, Naïm. Sur le plan culturel, il y a aussi eu quelque chose qui s'est passé. Dernièrement, on a parlé d'un investissement gigantesque à l'horizon 2028, sur 10 ans, quelque chose comme 60 milliards de dollars. Sur le plan culturel, qu'est-ce qui se passe, en quelques mots? C'est une erreur, c'est-à-dire qu'on essaie des ouvertures, on parle même d'ouverture de cinéma, le cinéma également pour les femmes, c'est-à-dire que quand on parle d'un changement dans une société comme l'Arabie Saoudite, et qu'il doit être global, il doit toucher l'économique, le politique, le culturel, le social, le sociétal, et on ne peut pas faire l'économie d'un secteur sans l'autre. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce débrief. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez avec nous sur Média 1 TV. L'information continue en continu. Bonne soirée à tous.